Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce mercredi. Valérie Trierweiler, de plus en plus recadrée. Le Premier ministre l'incite à garder un rôle discret, dit-il. Faut-il définir un statut de première dame? Le débat est lancé. Des passerelles jetées entre l'UMP d'en bas et le Front National à 4 jours du second tour des législatives, en contradiction avec la fermeté de la ligne officielle. Rouler au diesel, c'est mortel. Le moteur qui équipe 60% du parc automobile français jugé cancérogène par l'OMS, ce sera le débat du 19 h. Sommes-nous face à un scandale sanitaire jusque-là tenu secret? Le diesel a été fortement encouragé par l'État depuis des décennies. Nos invités donc sur ce plateau, l'UMP Louis Nègre, sénateur, la spécialiste de santé Francine Marano et puis la sénatrice écologiste Aline Archimbaud. L'affaire Trierweiler d'abord est toujours casse-tête du président. La presse rejointe aujourd'hui par la gauche dans le registre de la sévérité. Ainsi, le président du groupe PS au Sénat juge que la compagne de François Hollande est sortie de son rôle. Il lui faut apprendre la réserve qui doit être la sienne, déclare François Rebsamen. François Fillon, de son côté, appelle le chef de l'État à mettre de l'ordre chez lui, dit-il. Faut-il définir un rôle donc à la première dame ou cela relève-t-il du bon sens présumé de l'intéressée elle-même? Le débat a été lancé aujourd'hui. Mounir Soussi et Elisa Berthelomé. Une loi pour encadrer le rôle de la première dame. À droite, plusieurs responsables y pensent. L'onde de choc créée par le tweet de soutien de Valérie Trierweiler à l'opposant de Ségolène Royal à La Rochelle révèle le flou juridique dans lequel évolue la compagne du président. Il n'y a pas de statut juridique de l'épouse ou de la compagne du président de la République. En droit pur, il n'y a rien. Il y a simplement des usages, des coutumes et puis la courtoisie. Et à partir de là, elle a en général un bureau à l'Élysée, une petite équipe pour l'aider dans un certain nombre de tâches. Cette absence de statut officiel, René Dosière l'avait déjà dénoncé en 2007. Le député spécialiste des comptes de l'Élysée plaidait pour une clarification de la fonction afin de mieux contrôler l'utilisation des ressources de l'État par la première dame. Mais la polémique de cette semaine, où politique et vie privée se mélangent, n'aurait pas pu être empêchée par le droit. La seule vraie question, c'est de savoir est-ce que la femme ou la compagne du président de la République peut avoir une existence politique distincte de celle de son mari. Et alors là, très honnêtement, ce n'est pas un problème juridique, c'est un problème de couple. Première dame, First Lady, ce concept nous vient des États-Unis. Outre-Atlantique, l'épouse du président a un rôle politique plus marqué, mais là-bas aussi, son statut n'est pas inscrit dans le marbre. On ne trouve aucune mention de la First Lady dans la Constitution américaine. Et il y a quelques instants, Valérie Trierweiler a affirmé que son compte Twitter apparemment a été piraté aujourd'hui, un constat que beaucoup de socialistes auraient préféré entendre dès hier. En tout cas, Ségolène Royal serait battue par son rival Olivier Falorni, selon un sondage de l'IFOP, avec 42% des suffrages contre 58%. Sondage réalisé avant et après le tweet. La présidente de la région Poitou-Charentes estime que l'étiquette d'hiver gauche de son rival relève de l'escroquerie politique, puisque 80% des électeurs UMP se reporteraient sur ce dernier. Jean-Marc Ayrault et Martine Aubry tiennent ce soir à Paris un dernier meeting avant le second tour des législatives. Vous pourrez le suivre sur la chaîne parlementaire tout à l'heure. Objectif, tenter de dissiper le trouble au PS et par ailleurs dénoncer l'évolution des rapports locaux entre l'UMP et le Front National. Le Premier ministre parle d'hypocrisie et de tartufferie, mais l'UMP, par la voix de Jean-François Copé et de François Fillon, affiche sa fermeté sur le respect du Nini qui n'est pas toujours suivi par la base, comme nous le raconte Julie Hulin. Il fallait un exemple. François Fillon et Jean-François Copé se sont empressés aujourd'hui de réclamer l'exclusion de Roland Chassin. Dans les Bouches-du-Rhône, le député UMP avait décidé de se désister au profit de la candidate FN. L'occasion de rappeler la ligne de conduite exprimée dès lundi. Aucun soutien et aucun accord avec le Front National. Mais pendant que certains sont mis à l'écart, d'autres ont reçu un soutien clair. Nadine Morano avait choisi le journal d'extrême droite Minute pour en appeler aux électeurs du FN, avec qui elle disait partager un certain nombre de valeurs,
La députée de Meurthe-et-Moselle a pourtant reçu la visite de François Fillon ce matin à Toul. L'ancien Premier ministre lui a apporté son soutien tout en déplorant le choix du support. Un positionnement un peu flou qui n'en finit plus de diviser les élus UMP. Je crains que sur le long terme, cette solution n'aboutisse à une certaine forme de banalisation de l'extrême droite qui finalement ne nous sera pas favorable. S'il y a quelques députés en nombre très limité du Front National, la République ne va pas être transformée. La réalité d'un parti écartelé qui ne veut surtout pas perdre ses électeurs à 2 jours du second tour. Un sondage réalisé jusqu'à la veille du premier tour indique que 2 tiers des électeurs UMP sont favorables à des accords locaux avec le Front National. L'état-major du Parti social-démocrate allemand à Paris aujourd'hui, reçu par le Premier ministre et puis par le Président de la République. Les adversaires d'Angela Merkel sont vus comme des alliés par Paris à l'approche du prochain Conseil européen. Mais les sociaux-démocrates allemands ne sont pas complètement sur la ligne défendue par Paris. Jérôme Rabier. Les opposants d'Angela Merkel reçus à Matignon, les 3 dirigeants du Parti social-démocrate allemand, le SPD, ont été reçus par Jean-Marc Ayrault au grand jour, puis ont rejoint l'Elysée pour une rencontre bien plus discrète. Ils plaident pour imposer des mesures de croissance et une taxe sur les transactions financières, mais pas question de parler de front anti-Merkel devant les caméras. L'Europe a besoin de plus de croissance. On n'est pas ici pour faire de la politique intérieure au parti. On est là pour l'intérêt de l'Europe. Aucun commentaire en revanche sur les sujets qui fâchent et notamment sur la création des fameux eurobonds. Car le SPD est résolument contre toute mutualisation des dettes européennes, tout comme la CDU d'Angela Merkel. Prochaine étape du front anti-Merkel européen, le déplacement de François Hollande demain en Italie. Le président français y retrouvera le président du Conseil italien Mario Monti, qui plaide lui aussi pour la création d'eurobonds. Et pour cause, l'Italie a encore emprunté aujourd'hui sur les marchés à des taux de plus en plus élevés. Accusé par l'UMP de laxisme en matière de sécurité, le gouvernement ne donne pas suite à la suggestion du contrôleur général des prisons d'une loi d'amnistie. Ce serait un mauvais signal pour Delphine Batho, la ministre déléguée à la justice. Ça ne peut pas être la solution à la question de la surpopulation carcérale pour Christiane Taubira, la ministre de la Justice. Jean-Marie Delarue explique à Paul Bouffard sa proposition d'amnistie des courtes peines non exécutées. Il faut, je crois, modifier éventuellement cette loi pénale, concevoir des alternatives à l'incarcération et enfin venir en effet à d'autres dispositions plus spécifiques que peuvent être le travail d'intérêt général, le contrôle judiciaire renouvelé, revisité. Et pourquoi pas une loi d'amnistie? Je maintiens mon point de vue à cet égard. Je crois que moi je suis très défavorable à l'idée en effet d'une sorte d'amnistie automatique à échéance régulière. Je crois qu'il n'y a pas de raison que l'amnistie soit liée à la question de l'élection présidentielle. Faut-il pour autant se priver de cet instrument qui a été installé depuis le début de notre République sans que personne y trouve à redire? Le contrôleur général des prisons ou des lieux de privation de liberté, comme on dit, donc qui a reçu aujourd'hui une fin de non-recevoir de la part du gouvernement. Quelques 5000 postes seront supprimés d'ici à 2015 à Air France, information des syndicats qui entendent se battre pour qu'il n'y ait aucun départ contraint dans la compagnie, qui donnera le chiffre officiel des sureffectifs, selon elle, la semaine prochaine. Attention, diesel, danger. L'OMS a classé les gaz d'échappement des moteurs diesel comme substances cancérogènes. Les discours rassurants des constructeurs automobiles sur les filtres à particules ou les pots catalytiques seraient trompeurs. Et nous sommes en France très exposés à la pollution du diesel qui a toujours été fortement encouragée par l'État. Les explications de Paul Bouffard. En France, moteur diesel rime avec hégémonie. Depuis les années 60, il prend petit à petit le pouvoir sur le marché de l'automobile. Un putsch technologique à la française. Quand le général de Gaulle a voulu lancer les grands programmes du nucléaire en France pour avoir une indépendance énergétique, on s'est rendu compte on fonctionnait jusque-là avec des centrales qui fonctionnaient au gazole pour produire de l'électricité. Et on s'est retrouvé avec des centaines de millions d'hectolitres de gazole dont on ne savait plus quoi faire puisque petit à petit les centrales sont arrivées. Et c'est là qu'est venue l'idée d'utiliser ce carburant pour le mettre dans les véhicules. Une spécificité donc généralisée par une politique fiscale avantageuse. Aujourd'hui, 60% des véhicules dans l'Hexagone ont un moteur diesel.
À ce niveau-là, on est les premiers. D'autres pays aussi ont un gros parc diesel comme l'Allemagne, mais vraiment, c'est vraiment la France à cause de cet héritage historique qui est vraiment le premier. Hein. Par exemple, au Japon, c'est carrément interdit, quoi. Il n'y a plus de diesel, quoi. Sous nos capots, ces moteurs règnent en maître, supportés par le lobby de l'automobile. Même pendant le Grenelle de l'environnement en 2007, moins de CO2, le diesel est mis sur un piédestal. Sauf que pour l'OMS, le diesel serait une véritable bombe à retardement. Chaque année, la pollution automobile causerait la mort de 42 000 personnes en France. 42 000 personnes en France, donc, en raison du diesel. On va voir avec nos invités si ce chiffre est totalement crédible ou s'il est contesté ou avéré. Nos invités, donc, Aline Archambault, bonsoir. Vous êtes sénatrice écologiste. À vos côtés, Franceline Marano, je vous ai présenté tout à l'heure, professeure de toxicologie à l'Université Paris Diderot et membre du Haut Conseil de santé publique. Et puis, Louis Nègre, sénateur UMP. Merci d'être avec nous. Alors d'abord, Franceline Marano, expliquez-nous ce que rejette un moteur diesel. Si on se retrouve derrière une voiture qui roule au gazole, que respire-t-on ? Bien, on respire en fait un aérosol, c'est-à-dire un mélange de gaz et de particules. Et ce qui est en cause actuellement, ce sont ces petites particules, ces particules diesel qui sont de très petite taille, constituées de microparticules de taille nanométrique associées entre elles pour former des grappes, et c'est ce que nous respirons. Et associé à cela, vous avez aussi un gaz qui est des gaz d'échappement, et en particulier vous avez des dioxydes d'azote qui posent aussi des problèmes pour la santé. Très bien. Alors on nous a dit donc qu'il y avait des pots catalytiques qui filtraient les émissions de ces moteurs diesel. Vous dites ils ne fonctionnent qu'à moitié. En fait, les filtres à particules qui ont été développés au cours des 15 dernières années, à la demande d'ailleurs expresse des professionnels de la santé environnementale qui avaient constaté à travers les études épidémiologiques et aussi expérimentales qu'il y avait des effets de ces particules sur le poumon, mais pas seulement. Également sur le système cardiovasculaire. Parce que les 42 000 décès anticipés dont on parle actuellement, enfin en France, provoqués par la pollution automobile, eh bien, ce n'est pas seulement, bien sûr, des décès associés au cancer, c'est aussi les pathologies respiratoires, par exemple des bronchites chroniques, des pathologies cardiovasculaires qui sont incriminées. Ce que vous dites est très intéressant sur les rejets des moteurs diesel. Les constructeurs ont quand même fait des progrès puisqu'il n'y a plus forcément aujourd'hui de fumée noire derrière les voitures. On est d'accord? Absolument. Mais est-ce qu'on a fermé les yeux sur ces particules et j'ai envie de dire ce poison invisible que vous avez décrit il y a un instant? Donc je retiens les particules fines et puis les oxydes d'azote. Voilà, oui, qui sont effectivement les parties des gaz qui s'échappent des moteurs, mais pas seulement des moteurs diesel. Je voudrais ajouter quand même un point. Mais est-ce qu'on a fermé les yeux, enfin officiellement? Non, pas du tout, parce qu'on parle de ces questions depuis plus de 20 ans. Il y a eu des progrès très importants qui ont été faits. La Commission européenne a statué de façon très claire pour qu'il n'y ait pas de dépassement trop important et donc de ces seuils qui sont réglementés. Et il faut dire aussi, et je voudrais ajouter ce point qui est important, il n'y a pas que les transports qui sont émetteurs de particules. Vous avez également les incinérateurs, le chauffage au bois, qui représente en fait une source de particules fines du même type que les particules émises par les moteurs diesel et qui font partie de cette soupe qu'on trouve dans l'atmosphère. Donc il y a une fraction des particules que nous inhalons qui vient effectivement des transports, mais vous avez aussi une fraction importante qui vient d'autres sources, et en particulier donc des sources industrielles et des sources particulières, puisqu'on a aussi par exemple le chauffage par le bois qui fait partie de ces sources. Très bien. Alors, on a envie de savoir si la France a été complaisante d'une certaine manière avec ce moteur diesel, puisqu'on l'a vu, il s'est considérablement développé en France, alors qu'au Japon, on l'a rappelé, il est interdit. Louis Nègre, votre sentiment sur cette question, au moment où l'industrie automobile se porte très mal dans notre pays, il faut le dire, et appelle à l'aide de l'État? On a deux façons de voir le problème. Ouais. Vous avez un verre à moitié plein ou à moitié vide. À moitié plein, dans la mesure où le professeur de toxicologie nous a expliqué que depuis des années,
on sait qu'il y a des risques, et deux, l'industrie automobile a fait de grands progrès là-dessus. Aujourd'hui, on a moins de pollution par unité, je dirais. Oui, mais il y a tellement plus de voitures diesel aujourd'hui. Hein. Attendez. Le verre à moitié plein. Ah d'accord. J'arrive. Maintenant, vous avez le verre à moitié vide. Oui. Le verre à moitié vide, c'est que vous avez 42 000 morts prématurés, qui ne sont pas dus tous aux véhicules diesel, mais qui existent quand même. Et ces 42 000 morts, ça fait 3 ans que personnellement, j'en parle dans le silence le plus total, parce que je défends effectivement le principe de transport en commun à travers le GART ou du véhicule électrique qui nous serait absolument indispensable dans nos villes où nous atteignons des taux de concentration justement de pollution atmosphérique qui sont très importants. Oui. Au point oui, c'est épouvantable, au point que la Commission européenne a engagé contre nous un contentieux. Donc, j'estime qu'en tant que représentant du peuple, en tant que sénateur, nous avons une responsabilité majeure qui est d'abord celle de la santé du public. D'accord. Alors, Aline Archambault, est-ce que d'abord vous partagez le point de vue de votre collègue, le verre à moitié vide et à moitié plein? Est-ce qu'il est totalement vide pour vous? Totalement vide, non, mais l'élément nouveau, c'est qu'hier, l'Organisation mondiale de la santé, après une étude extrêmement poussée, scientifique et je crois incontestable, a indiqué que ces particules diesel constituaient un risque cancérogène certain pour les humains. Ça, c'est nouveau, parce qu'en 1988, depuis 1988, l'OMS indique qu'il y a un risque cancérogène pour les humains probable. Oui. Là, c'est certain. Et je pense que, alors qu'en France, 65% du parc automobile, comme vous l'avez dit, roule au diesel, cette confirmation par l'Organisation mondiale de la santé interpelle les responsables politiques et les pouvoirs publics. Nous ne pouvons pas rester dans la situation dans laquelle nous sommes. C'est pas possible. On connaît en effet les conséquences pour la santé, le cancer du poumon, un certain nombre d'autres cancers qui sont indiqués dans cette étude, les troubles pulmonaires, d'autres troubles qui seraient liés, notamment des troubles neurovégétatifs. Donc nous ne pouvons pas rester sans rien faire. Donc ce qu'il faut dire, c'est qu'alors qu'en 88, alors qu'en 1988, il y avait déjà cette relation probable. On n'a rien fait, et plus que ça, à partir de 1990, la politique française, la politique fiscale, a été d'encourager systématiquement le diesel. Pourquoi on avait à l'époque seulement un quart des véhicules au diesel. La motivation. Cette fiscalité, on a dit la motivation première, il fallait écouler les stocks de carburant. Oui, c'était l'héritage un peu du nucléaire, mais nous en sommes loin aujourd'hui. Ce n'est pas la seule raison. C'est quoi? Il y avait aussi une raison quand la motorisation diesel a été développée. Il y avait une autre raison qui était aussi une raison sanitaire et une raison environnementale. C'est que les moteurs à essence produisaient beaucoup de dioxyde de soufre. Il y a 20 ans, c'était le centre des préoccupations des émissions par les transports, le dioxyde de soufre. Vous vous souvenez peut-être de ce qui s'est passé dans un passé déjà un peu ancien, bien sûr. C'était dans les années 50, à Londres, un brouillard épouvantable qui a provoqué, alors là, immédiatement, quasiment en une semaine, une augmentation de la mortalité tout à fait conséquente. Et on a accusé alors, à ce moment-là, essentiellement ces émissions par les moteurs à essence, mais aussi par les fumées noires qui étaient provoquées par le charbon qu'on brûlait dans les usines, qu'on brûlait dans les cheminées des. Donc le diesel à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, il y a eu un concours de circonstances sûrement, mais c'est à ce moment-là que le diesel a été considéré comme en fait un carburant propre, vertueux. Mais encore récemment, lors du Grenelle de l'environnement. Ça n'est pas si vieux. On a favorisé le diesel puisque le bonus-malus à l'achat d'un véhicule lui est favorable. Effectivement, ça c'était à cause du changement climatique. Vous m'avez dit un instant qu'on le sait depuis longtemps que le diesel est dangereux, mais au Grenelle de l'environnement, non, c'est pas cet aspect-là qu'on a développé. On l'a développé également. J'ai fait partie du groupe de travail où on traitait de santé
environnement. Et effectivement, là, nous avions demandé qu'il y ait une diminution d'au moins 30% des émissions de particules fines, pas seulement à cause du diesel. Si, absolument, il y a un plan particules qui est en cours actuellement. Et ce plan particules a des préconisations très précises en termes de diminution importante des émissions. Avec une pression exercée sur les constructeurs. Avec une pression exercée sur les constructeurs, avec des plans de circulation qui aussi doivent, une gestion qui doit être prise en compte, parce qu'il n'y a pas que les constructeurs, il y a aussi la gestion ce que chacun à l'intérieur des villes. D'accord. Alors, sur ce point, Madame Archambault. À partir du moment où on a la certitude scientifique qu'il y a un grave problème de santé publique, il faut que nous prenions nos responsabilités, il faut changer la fiscalité. De façon à ce qu'elle est incitative aujourd'hui. C'est moins cher de rouler au diesel. De moins en moins. Vous avez remarqué l'écart, c'est quand même réduit entre le gazole et puis l'essence. Oui, mais elle est encore tout à fait incitative. Donc il faut avoir le courage de changer complètement la fiscalité. Quant à l'industrie automobile, vous avez raison, elle est en difficulté. Mais on peut, dans la durée, organiser une reconversion et fabriquer d'autres véhicules automobiles, des véhicules plus sobres, des véhicules qui ne roulent pas au diesel. Des électriques. Et si vous voulez. Et donc à partir de là, oui, et vous avez des réticences sur l'électrique et d'autre part, encourager fortement les autres modes de transport que les transports par automobile individuel, les transports publics, les améliorer considérablement. Moi, je viens de Seine-Saint-Denis, si vous voulez, le RER B qui tombe en panne quasiment tous les jours. Ça n'incite pas du tout les gens à laisser leur automobile au garage. Donc il faut investir fortement, qualitativement, quantitativement dans les transports publics, encourager les véhicules doux et en attendant, ça prendra du temps, mais ça créera de l'emploi et de l'emploi durable. Et ça permettra de maintenir une industrie aussi automobile et de transport tout à fait solide en France. Un emploi sur 10 en France dépend de l'automobile. En attendant, compte tenu de la situation sanitaire et du danger sanitaire, il faut réduire la vitesse au maximum de façon à ce qu'on limite les risques. Parce que là, nous ne pouvons pas dire que nous ne savons pas et qu'il y a des hésitations scientifiques. D'accord. Alors Louis Nègre, quand même, il a peut-être des solutions propres à solutions. Je pense de toute manière qu'on a un vrai problème de santé publique. Ça y est, c'est clair, c'est net. Vous l'avez dit, chers collègues, depuis 1988, on s'attendait à ce que, effectivement, un jour ou l'autre, on nous dise carrément c'est cancérogène. À partir de là, nous ne pouvons pas rester inertes. Nous savons désormais. Et donc, ce qu'il faut, c'est un changement progressif, mais qui ne peut être que lent, d'une industrie qui est une industrie lourde chez nous, et il faut l'amener vers de l'innovation à travers de la recherche. J'ai envie de vous poser une question quand même, parce que j'ai regardé pour l'amiante, par exemple. L'amiante a été interdit en France en 1997, alors qu'il avait été classé cancérogène 24 ans plus tôt. Est-ce qu'il va falloir attendre 24 ans pour interdire le diesel, ou on l'interdit aujourd'hui? On n'acceptera pas. C'est pas possible. Donc, on ne peut pas laisser cette situation. Vous voyez, on est tous d'accord sur tous les bancs. Alors, on va parler du secteur automobile qui se porte mal, on l'a dit un instant. Les constructeurs, eux, maintiennent donc et mettent en avant, bien sûr, les prouesses technologiques qu'ils ont réalisées avec leurs moteurs qui rejetteraient, vous l'avez confirmé, qui rejettent moins de particules également, moins qu'il y a 10 ans. Mais aujourd'hui, donc, le secteur automobile est confronté à la baisse des ventes et appelle à un nouveau soutien de l'État. Et le gouvernement, d'ailleurs, dit réfléchir. Mais évidemment, on n'a plus les moyens pour financer des primes à la casse ou autres. Mathilde Bélanger. Message bien reçu, c'était le sens de la réponse d'Arnaud Montebourg ce matin à Renault. Le constructeur automobile a appelé hier le gouvernement à l'aide pour soutenir les ventes de voitures en France et en Europe. L'entreprise s'attend à une baisse de 6% de ses ventes en France cette année. Nous avons mis à l'étude cette proposition, cette demande. Le secteur automobile fait l'objet aujourd'hui d'une instruction particulière ici au ministère. Mais sous quelle forme? Le ministre ne le précise pas encore. Le secteur automobile avait déjà fait l'objet de mesures d'aide en 2008 et 2009 avec notamment la prime à la casse. Celle-ci avait permis d'augmenter les ventes avant sa suppression fin 2010. Pour l'opposition, il faut revenir à des mesures de ce type. Si tout le monde veut continuer à produire autant et que la consommation automobile est à saturation, on ira véritablement
vers une difficulté qu'on ne gérera pas avec des subventions. Le ministre s'est aussi prononcé sur l'avenir de la voiture électrique. Il affirme être engagé aux côtés de Renault pour le soutenir dans cette rupture technologique, sans préciser toutefois si cet engagement se traduira par de nouvelles aides. Alors voilà, de nouvelles aides, c'est difficile, Louis Nagrin, en raison des finances publiques. Nous avons déjà à l'heure actuelle un bonus de 5 000 € et notamment plusieurs collectivités locales en France aident l'arrivée des voitures électriques avec les bornes de recharge, le stationnement gratuit. J'utilise moi-même depuis le 14 décembre un véhicule électrique 100% de mon temps, sauf lorsque je fais un déplacement qui dépasse 120 km. Donc on peut fonctionner et je rappelle que le véhicule électrique qui est de l'industrie automobile, qui nous permet en France, on a un plan véhicule décarboné qui est remarquable au niveau mondial, qui est une référence. Nous avons les constructeurs et notamment Renault qui s'est engagé à fond là-dessus et je dis et je répète que le véhicule électrique a de très grands avantages pour la qualité de vie de nos compatriotes. D'une part, il ne fait plus de bruit et c'est la nuisance numéro 1 pour les Français en agglomération. Deuxièmement, il est propre au sens où aujourd'hui on a un vrai problème de santé publique avec 42 000 morts. Il faut des centrales nucléaires pour fournir l'électricité, vous êtes d'accord? Pas spécialement, ah bon, puisqu'on constate qu'avant 2020 et avant d'avoir 2 millions de véhicules, on est tout à fait capable. Le véhicule électrique va prendre très peu, moins de 1%. À partir de là, on n'a pas besoin. Et au contraire, avec les villes intelligentes, les smart grids, on arrive au contraire à avoir dans les véhicules électriques par les batteries, la capacité de lisser les pics de développement, je dirais, électrique. Donc, voilà une filière sur laquelle la France est une référence au niveau du monde, sur laquelle elle peut s'engager et pour lequel il faut qu'on aille de l'avant encore plus fort et ça nous permettrait de résoudre ce problème-là. Aline Archambault, vous êtes d'accord? Vous avez des réserves à exprimer sur ce plaidoyer qu'on vient d'entendre pour l'électrique? Plus généralement, il faut, je crois, à partir du moment où on a cette confirmation par l'OMS, une volonté politique forte et l'argent public qui aujourd'hui est mis dans les niches fiscales qui incitent à rouler au diesel doit être mis ailleurs, à encourager effectivement l'innovation dans l'industrie automobile de façon à ce qu'on ait d'autres véhicules d'une part. D'autre part, moi je pense que la période du tout automobile individuel est une période dépassée et qu'il faut beaucoup plus encourager les transports publics et d'autres modes de transport. Écoutez, c'est la vérité, les embouteillages en centre-ville maintenant, on les trouve dans toute la France et nos concitoyens d'ailleurs ont eux-mêmes commencé à choisir d'autres modes de déplacement. Ouais. Voilà, le vélo, mais il ne faut pas se retrouver derrière un moteur diesel. Hein. Pas seulement le vélo, le vélo, vous avez des modes de location de voitures à plusieurs, enfin vous avez l'autopartage, le covoiturage. Ce sont aujourd'hui des choix qui ne sont pas marginaux. Je parlais au nom des cyclistes et des piétons parisiens, mais Madame Marano, j'avais envie de vous poser une question, une confirmation, j'aimerais savoir. Il paraît qu'à l'intérieur du véhicule diesel, on est également exposé à la pollution très fortement. Hein. Oui. Donc il faut responsabiliser les constructeurs pour eux-mêmes, les conducteurs pour eux-mêmes. Absolument, oui. On est exposé à l'intérieur des véhicules. Il faut dire aussi que les études qui ont été réalisées, qui ont été utilisées par l'OMS et par le Centre international de recherche sur le cancer, ce sont surtout des études épidémiologiques chez les travailleurs qui sont exposés fortement au diesel. C'est ça, c'est pas la population générale hein, dans le cas du cancer. Hein. Mais donc. Il est évident que pour nous, les professionnels des impacts de la santé, de l'environnement sur la santé, nous souhaitons qu'il y ait une diminution forte de toutes ces expositions. C'est bien évident. Ce sera le message, bien sûr. Alors la question du nouvelops.com, êtes-vous prêt à renoncer au diesel après tout ce qu'on a dit? Si vous roulez, eh ben, vous avez répondu oui à 57%. Voilà. Votre message apporté. Merci à tous. À 22h, Sonia Mabrouk à suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Question d'info. Et puis je vous le disais, le dernier grand meeting du Premier ministre avec Martine Aubry, ce sera à suivre dans la foulée chez nos confrères de la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Bonsoir. À 99 ans, Jacques Lévy s'est rendu en Biélorussie, où il a été prisonnier pendant la Deuxième Guerre. C'était une grande maison
qui était seul, dans lequel on le faisait travailler, avec des artistes. Un ultime voyage en compagnie de sa fille et de sa petite-fille sur les traces de sa mémoire et de sa famille exterminée. Tout cela, ça ressuscitera personne. En remontant les vieilles routes, samedi à 15h15 sur Public Sénat. Se renseigner sur les programmes. Voir ou revoir les émissions. Suivre le fil d'information politique et parlementaire. Pour vivre la politique en temps réel, connectez-vous et réagissez sur publicsénat.fr.